Bonjour Arnaud. J'en ai là. Aujourd'hui Arnaud, tu vas nous parler de la médiation. Oui. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est que la médiation? Alors, la médiation, c'est dans la littérature la capacité à des personnes qui sont en conflit de pouvoir trouver par elles-mêmes une issue à leur situation. Médiation, c'est trouver un chemin médian, en fait. Donc, ni pour l'un ou ni pour l'autre, mais bien quelque chose qui va permettre une issue qui va bénéficier à l'ensemble des protagonistes. Alors, par défaut, on dit l'un contre l'autre, mais ça peut être une personne contre une autre ou un groupe de personnes contre un autre groupe de personnes. Donc, trouver un chemin médian entre deux perceptions d'une même situation qui a amené potentiellement à une situation conflictuelle. Voilà. D'accord. Et du coup, dans quel cadre, dans quel contexte est-ce qu'on vient à utiliser la médiation? En fait, quand on est dans une situation de blocage, en fait, si tu veux, quand les interactions et les communications sont complètement bloquées entre les deux parties, c'est-à-dire que les limites de l'un et de l'autre ont été atteintes et que toute communication est devenue impossible parce que l'un supporte plus l'attitude, le comportement ou les propos de l'autre, parce que la communication est rompue et que alors, soit la communication est rompue, soit la seule communication qui persiste, si tu veux, vise non pas à avoir raison sur l'objet du différent, mais bien à avoir raison sur l'autre. C'est-à-dire que l'objectif devient de détruire l'autre, de le rayer de l'équation et de gagner sur l'autre. Voilà. Et là, on est véritablement dans un conflit. Je pense qu'il y a souvent un amalgame qui est fait entre le différent, le désaccord et le conflit. Non, quand on n'est pas d'accord, on peut s'expliquer, et tant qu'on peut communiquer, alors on est dans une forme de confrontation. On confronte nos idées, nos opinions, nos intérêts, nos croyances. Euh, alors que le conflit, c'est vraiment, on en veut à l'autre, on veut le détruire, on veut avoir raison sur lui. Et du coup, c'est là que viennent soit les propos, les insultes, etc., soit la violence physique, par exemple, qui peut intervenir parce on veut rayer l'autre de la carte. Et donc, la violence physique est le moyen ultime qu'on va utiliser pour y parvenir. Donc, c'est comme ça que je parle de situation de blocage. On est vraiment dans un engrenage qui se fige. Et donc, du coup, quand on est figé, on est à l'arrêt. Et donc, après, c'est tous les moyens d'autodéfense qui vont se mettre en place pour pouvoir se défendre ou détruire l'autre. Voilà. Donc, c'est un peu dans ces situations-là que on peut bien sûr envisager la médiation comme une alternative en fait, à ce conflit. Voilà. D'accord. Alors, du coup, tu vois, la question que je me pose là, c'est qui fait appel à un médiateur? Parce que j'imagine peut-être des organisations, des institutions, mais est-ce que des particuliers aussi? Enfin, comment ça se passe? Ça se passe de plein de façons différentes. Alors, je vais parler de mon expérience, puisque du coup, Alors, on peut intervenir soit sur la demande des tribunaux, par exemple. Voilà. Donc, il peut y avoir une demande, effectivement, où aujourd'hui, les tribunaux utilisent beaucoup la médiation comme une alternative, en fait, c'est-à-dire quelque chose qui va précéder le jugement. Donc, ils peuvent faire des demandes d'enquête sociale, par exemple, où là, on va les aider dans leur processus de prise de décision. Et puis, peut-être que à l'issue de ça, ils vont demander à la personne de tenter une médiation entre les protagonistes, parce que plutôt que ce soit au juge de prendre une décision à leur place et d'arbitrer à leur place, ils peuvent laisser la possibilité aux personnes de trouver par elles-mêmes une issue à cette situation. Donc ça, c'est beaucoup utilisé. Donc les tribunaux peuvent solliciter effectivement des médiateurs. Ça peut être des institutions, des entreprises, des organisations qui, à un moment donné, forcément, font face à des conflits, voilà, entre un manager et son collaborateur, entre deux collaborateurs, etc. Et donc, il y a des situations qui sont un peu compliquées. Ça peut être aussi un manager face à ses équipes ou son équipe. Et là, du coup, effectivement, il faut apaiser la situation parce que c'est plus vivable et la structure, le service est figé, donc il ne produit plus. Donc, en fait, il faut débloquer la situation. Donc, ça peut être des entreprises, ça peut être les ressources humaines, ça peut être les représentants syndicaux, ça peut être enfin, voilà, la direction d'entreprise qui peut faire appel à un médiateur. Ça peut être des commerçants aussi. J'ai eu à intervenir auprès de commerçants où le commerçant était en difficulté avec son ouvrier. Donc, et l'ouvrier mettait en péril en fait, le commerce. Un commerce, c'est souvent deux personnes, trois personnes.
un couple de personnes qui tentent de faire vivre son petit magasin. Et donc là, effectivement, on peut intervenir dans ce cadre-là. Là, pour ma part, ça a été plus du bouche à oreille. Voilà, ça a pu intervenir comme ça. Ça peut être des relations de voisinage. Alors là, c'est complètement… Voilà. Dans le quartier, bah, tiens, on sait qu'il y a un médiateur. Je ne peux plus blairer mon voisin, je vais aller voir le médiateur parce que là, ça va mal finir. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. On peut regarder sur les annuaires de médiateurs. Il y a une école professionnelle de la médiation qui propose un annuaire avec des médiateurs professionnels. Voilà, tu peux taper médiateur sur Internet, tu peux avoir des sites aussi qui regroupent pas mal de médiateurs. Donc ça peut, voilà, peut y avoir plein d'origines possibles pour faire appel à un médiateur. D'accord, donc ce que je comprends, c'est qu'en cas de conflit, même moi particulier, je peux éventuellement aller faire appel à un médiateur, ou alors si je fais partie d'une organisation et je sais qu'il y a un conflit, on peut aussi faire appel à des médiateurs, et là, simplement aller sur cet annuaire et, choisir un médiateur, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à Et fait. alors, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement le médiateur et combien de temps ça prend? Enfin, c'est des allers-retours, comment ça se passe? Finalement, ça paraît complexe, mais c'est très simple. Ah, C'est-à-dire que la médiation, c'est un processus hyper structuré. Autant les relations humaines sont complexes, autant du coup, ça nécessite de mettre en place quelque chose d'hyper structuré. Donc, la médiation, c'est un processus qui est très structuré et qui, en version courte, ça permet effectivement de pouvoir s'entretenir avec individuellement chacun des protagonistes qui font partie du conflit, de pouvoir s'entretenir avec eux de manière individuelle, de manière à les préparer à un entretien de confrontation, c'est-à-dire un entretien collectif. Alors, quand on dit ça, c'est très simple, bien sûr. On reçoit les personnes individuellement, séparément, pendant un certain laps de temps. Peut-être, ça va nécessiter peut-être de les recevoir plusieurs fois aussi, c'est-à-dire préparer quelqu'un à se confronter à son pire ennemi, entre guillemets, peut nécessiter qu'on soit vigilant sur le fait que la personne soit vraiment prête à se confronter à. Je dis ça parce que la médiation, ce n'est pas que des conflits de voisinage. Moi, je m'intéresse beaucoup à la médiation pénale, où on est un agresseur face à son agressé. Ça peut être un violeur face à la personne violée. Et je me dis que voilà, dans cette forme de médiation, c'est des choses qui peuvent s'étaler sur 1 an. Donc, ça peut être très, très long, le temps que les parties soient prêtes, enfin, à se confronter que la personne soit prête à se confronter à son agresseur et que l'agresseur soit prêt à se confronter à la victime. Après, dans des médiations d'entreprise ou dans des médiations plus légères, pardon, où on est sur des petites bagarres de couple qui se chamaillent, ça peut être fait dans la journée. C'est-à-dire qu'on peut recevoir les personnes le matin et on les confronte l'après-midi et ça marche très bien. Ça peut être très rapide, c'est ça aussi qui est intéressant. Mais cette structure-là est intéressante parce que du coup, c'est toujours le même processus. Donc, c'est des entretiens individuels, on prépare les personnes à pouvoir se confronter à l'autre et donc après un entretien collectif. Mais c'est simple comme ça, mais dans les entretiens individuels, tu sais comme moi que ça peut être très compliqué parce qu'il faut décortiquer les choses, défaire ces nœuds marins qui sont faits et qui sont très difficiles à défaire pour pouvoir remonter en fait à des choses qui ne soient pas du domaine de la psycho. On ne va pas remonter au traumatisme d'enfance de la personne, mais tout simplement à remonter à quels ont été les leviers qui ont été déclencheurs de ce conflit, pour pouvoir que la personne puisse les comprendre et donc comprendre sa réaction, son attitude, la réaction et l'attitude de l'autre, pour pouvoir se dire, OK, j'ai compris comment ça marche, j'ai compris la mécanique, maintenant on va pouvoir redémarrer sur autre chose. Donc il faut que chacun soit prêt à redémarrer sur autre chose, parce que l'entretien de confrontation, on ne remet pas le couvert. L'entretien de confrontation, c'est de se dire, par rapport à la psychologie qui serait pourquoi on en est là, la médiation, c'est plutôt philosophique, c'est plutôt comment. Comment on fait maintenant pour reprendre la relation? Alors éventuellement, la relation peut être, on peut envisager de la reprendre telle qu'elle était avant le conflit. On peut imaginer que ce soit l'issue qui soit choisie par les protagonistes. On peut aussi décider de rompre la relation, c'est-à-dire à un moment donné, on peut décider que soit les personnes, il y en a une qui démissionne, les personnes se séparent, elles déménagent, elles renoncent aux droits parentaux, etc. Mais malgré tout, il faudra quand même que ce soit une rupture apaisée. Il faudra quand même que la rupture se fasse dans les meilleures conditions. Et puis, une troisième issue au conflit, c'est que la relation reprenne avec des aménagements. Et on va travailler sur quels sont les aménagements à apporter à la relation
pour qu'elle puisse perdurer, pour qu'elle puisse continuer dans de moins mauvaises conditions et que les personnes soient le moins insatisfaites possible de cette relation. Donc, des entretiens individuels, un entretien collectif, ça peut se passer très, très vite. Ça peut prendre un peu plus de temps si la situation est un peu plus compliquée, un peu plus complexe. Et puis, ça dépend aussi du nombre de protagonistes. On a fait des médiations à 40 personnes. Donc, 40 personnes impliquées dans un conflit, c'est autre chose que 2 personnes. Et donc, forcément, ça peut prendre plus de temps. Il peut y avoir des enfants impliqués dans la médiation aussi. Donc, ça peut être là encore un petit peu plus long. Enfin bon, voilà, il y a plein de paramètres qui font que ça peut rendre des choses un peu plus compliquées et un petit peu plus longues. Voilà. D'accord, merci. Et alors, j'ai envie de te poser la question qui me vient comme ça, mais pourquoi la médiation? Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à devenir médiateur? Depuis quand est-ce que tu es médiateur? Alors, qu'est-ce qui m'a amené? Un parcours de vie, en fait. Ouais, On n'est pas là par hasard, on a tous des parcours de vie. Et voilà, quelques chaos dans un parcours de vie peut amener à réfléchir, en fait, et à se dire, mais comment je pourrais faire pour me sortir de cette situation? Et pour le faire, mais pas de manière égoïste, c'est-à-dire ce que j'appelle, ce que Nardone appelle un altruisme sain, c'est-à-dire la capacité de pouvoir faire les choses autant pour soi que pour les autres, et que tout le monde y gagne, en fait. Et donc, tout de suite, j'ai voulu comprendre comment ça se passait. Quand j'étais enfant, je voulais être psy, hein, donc voilà, je voulais tout de suite comprendre comment ça se passait dans la tête des gens pour pouvoir défaire les choses. Et puis je l'ai fait étant gamin, avec mes moyens à moi, en tapant des pieds très fort, et je me suis aperçu qu'il y avait d'autres façons plus faciles, plus simples et plus efficaces de le faire. Donc voilà, je me suis formé il y a 13 ans aujourd'hui à la médiation. Et depuis ce temps-là, en fait, j'ai découvert effectivement que les relations humaines étaient complexes et qu'il y avait plein d'autres façons. Donc la médiation, la thérapie brève, toutes ces techniques qui nous permettent de voir qu'est-ce qui fait que quand 2 personnes sont en interaction, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou qu'est-ce qui fait que ça dysfonctionne, en fait. Et c'est de trouver, voilà, de trouver les outils, les méthodes qui vont faire qu'à un moment donné, on va rétablir au moins un tuyau de communication pour que les gens puissent se dire les choses, en fait. Parce que dans notamment les séparations dans lesquelles j'ai pu faire des médiations, souvent la personne me dit, mais moi peu importe qu'on dit, c'est pas le divorce qui m'intéresse ou qui m'importe, c'est de pouvoir dire les choses à l'autre, en fait. Voilà. Moi, une fois que je lui aurais dit les choses, je pourrais enfin poursuivre mon chemin, mais de ne pas pouvoir dire les choses à l'autre. Et c'est ça qui me met en souffrance. Et donc, peut-être que de pouvoir offrir à ces gens un espace sécurisé, apaisé, dans lequel les gens pourront se dire les choses, c'est là où ça va être salvateur pour eux, en fait. Tu vois. Et c'est là où j'insiste bien sur le fait que médiateur, c'est un métier. C'est-à-dire que le médiateur est un expert des relations humaines, en fait, presque des sciences humaines. Et moi, j'ai été amené à former des DRH, par exemple, à la médiation. C'est intéressant parce qu'ils vont pouvoir se former aux outils de la médiation, mais en plus, ils ont ce volet législatif, en fait, légal, donc ils vont pouvoir recadrer les choses. Ceci étant, voilà, c'est jusqu'à un certain point, parce que forcément, les sciences humaines, on ne peut pas demander à un DRH d'être à la fois expert en relation en RH et à la fois expert dans les sciences humaines. Donc, voilà, là, ça va montrer un peu les limites. L'avocat, par exemple, l'avocat, il est bien placé, parce forcément, il défend une partie, mais on dit qu'un médiateur doit être neutre et impartial. Alors, où est-ce que l'avocat est neutre et impartial? Donc, il va pouvoir faire une partie du boulot, mais ça va être compliqué pour lui, à un moment donné, d'être à la fois expert en loi, en législation, et puis à la fois expert en relations humaines. Parce que c'est ça qui est important de comprendre. C'est la mécanique interactionnelle, la mécanique relationnelle, aussi complexe qu'elle soit, de mieux la comprendre, de mieux l'appréhender, pour pouvoir faire les choses tout en douceur, sans être moralisateur ou sans être sous la pression de la loi, etc. Donc, c'est en ça que je dis que c'est un vrai métier, à mon sens, en termes d'indépendance, de neutralité aussi. On est neutre par rapport à la solution qui est choisie. Il faut faire preuve de créativité, il faut ouvrir des espaces. Et donc, c'est là où, effectivement, on ouvre un tas d'espaces pour pouvoir inventer des issues ou des choses qui seraient peut-être pas encore créées, qui seraient intéressantes de créer.
neutre, indépendant, bien sûr. Alors, indépendant, bien sûr, ce n'est pas simple non plus, mais être indépendant, c'est compliqué parce que le médiateur est-il vraiment toujours indépendant dans la mesure où il est rémunéré? Est-il vraiment complètement indépendant? Mais indépendant religieusement, indépendant politiquement, indépendant culturellement, c'est de pouvoir être justement le plus ouvert possible par rapport à ça. Et puis la dernière posture peut-être du médiateur, c'est la règle de confidentialité, puisque bien sûr, il est garant de la confidentialité et de tout ce qui se dira dans ces entretiens. Donc il y a une vraie posture de médiateur, il y a une vraie compétence en termes de compréhension des sciences humaines, il y a une vraie compétence aussi dans la rhétorique, dans la façon d'amener les choses, dans le fait de créer un climat, etc. Et voilà, c'est pour ça que ça nécessite aussi d'avoir de réelles compétences, finalement, qu'on ne trouve pas partout et qui ne sont pas dans dans la simple conciliation ou dans la simple régulation. C'est vraiment dans la médiation. Et pour preuve, voilà, c'est toutes ces expériences de médiation pénale. Il faut creuser dans cette vraie violence qui existe aussi. Les confinements nous ont apporté malheureusement leur lot de violences conjugales et familiales, hein, 37% d'augmentation des violences conjugales. Il faut aller là et il faut avoir aussi un peu de courage pour pouvoir se confronter à des maris violents, de la violence physique et mettre, comme je dis toujours, mettre ses bottes en caoutchouc, sauter à pieds joints dans la flaque d'eau et accepter d'aller au cœur du truc pour dénouer tout ça et tenter de trouver une issue heureuse heureuse, la moins insatisfaisante possible pour l'ensemble des parties. Oui, j'allais justement merci pour toutes ces informations et ces précisions. J'allais justement te demander, c'est quoi une médiation réussie, mais en 2 mots? C'est un accord trouvé entre les parties pour pouvoir continuer à vivre en dehors du conflit. Mmh. Voilà. Le conflit cesse dès lors que les personnes trouvent au moins un accord sur comment elles vont continuer à vivre en dehors du conflit, Mmh. en dehors de tout ça. Et ça marche. Et du coup, tout à l'heure, je t'entendais dire que tu as formé des DRH à la médiation. C'est combien de temps une formation à la médiation? Ça peut prendre plusieurs formes, c'est en fonction de l'objectif en fait. Hein. Mmh. Pour être vraiment médiateur, on peut dire que la formation complète pour être médiateur, c'est 1 année. On peut se former 1 année à raison de quelques jours par mois, voilà, 2 jours par mois sur 12 mois, ça fait, voilà, tu fais le calcul. Mmh. Ça peut prendre 1 année, mais on est formé sur la théorie, c'est-à-dire qu'après, il faut mettre en pratique. Hein. Il faut faire de la médiation, il faut pratiquer la médiation, il faut la vivre, la médiation, pour pouvoir, là encore, se construire ses outils et développer une forme d'expertise. Donc, je dirais, on ne cesse jamais d'apprendre. Après, il y a des formations plus rapides. On a monté une formation sur la formation de manager-médiateur, c'est-à-dire qu'en fait, le premier manager d'un service, par exemple, le premier médiateur d'un service, c'est son manager. Donc là, on fait des formations, des modules peut-être un peu plus courts pour que la personne puisse juste apprendre à voir comment se passent les N fois N-1 interactions entre chacun des membres de son équipe pour pouvoir y apporter une réponse, une solution, ou en tout cas être en capacité de mettre en place une vraie politique de relations humaines apaisées au sein de ces équipes. Et on voit que ça marche parce que ça peut effectivement permettre dans ces situations compliquées comme celles qu'on vit, de le faire en présentiel ou en distanciel pour apaiser les tensions entre les personnes. Donc là, ça peut être beaucoup plus court, si tu veux. Et puis, on peut faire, après, il y a des catalogues de formations qui proposent des choses en 48 heures, et on peut faire des formations en 2 jours sur les bases de la gestion des conflits. Voilà. Je préfère qu'on parle de traitement des conflits plutôt que de gestion des conflits, ou de résolution des conflits plutôt que gestion des conflits. Le terme a été tellement galvaudé que moi, je sais gérer la gestion de la cuisson du pot-au-feu. Je sais à quel volume il faut mettre le gaz, mais ça veut dire que c'est tout le processus de cuisson. Bon, moi, je préfère résoudre les conflits ou les traiter plutôt que de les laisser perdurer. Voilà. Merci beaucoup, Arnaud, pour toutes Merci, ces Léa. informations. Et est-ce qu'on souhaite de bonnes fêtes à ceux qui nous regardent? Bien sûr. Et on leur dit à très bientôt pour de nouvelles conversations apprenantes. Avec grand plaisir, Leïla. Passe également de bonnes fêtes. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.